Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer en une seule fois l'ensemble du tableau de ce qui concerne réellement l'intelligence artificielle en profondeur. Cette vidéo, petit disclaimer déjà, est faite pour celles et ceux qui voudraient réellement comprendre comment est-ce que l'IA, les solutions d'intelligence artificielle, les agents intelligents fonctionnent en profondeur de manière précise. Et donc, si cela vous intéresse, vous pouvez rester dans la vidéo et écouter jusqu'au bout. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez zapper et aller regarder d'autres vidéos ailleurs. Alors, l'idée de cette vidéo, elle vient du principe selon lequel, aujourd'hui, quand on regarde sur le marché ou de manière publique, ce que l'on remarque sur la question de l'IA, c'est que beaucoup ne savent pas réellement où mettre la tête pour réellement s'en saisir des leviers qu'apporte l'intelligence artificielle. Et donc, par conséquent, beaucoup sont là uniquement en train de tester, pour la plupart du temps, des nouvelles fonctionnalités lorsque les géants américains veulent bien mettre sur le marché un nouveau modèle. Moi, en ma qualité d'expert IA et ayant travaillé sur plus de dizaines de projets de solutions d'intelligence artificielle, ayant moi-même monté des agents et créé et mis en production des agents intelligents auprès de la direction interministérielle du numérique. En France, je précise bien, aujourd'hui, il a été pour moi question de vous amener concrètement au cœur de l'ensemble des connaissances et compétences qu'il faudrait acquérir si vous souhaitez réellement vous lancer dans cette voie-là, en étant demain potentiellement être, je l'espère, pour vous, être dans le cœur de l'activité et de création des nouvelles valeurs ajoutées dans ce marché de l'intelligence artificielle. Le monde de demain qui est en train de se dessiner va être un monde brutal. D'ici 5 à 10 ans et voire plus, le monde quasiment va se diviser, se scinder en deux catégories. D'un côté, nous aurons, alors c'est sans caricaturer, hein, ce que moi j'appelle les brebis, et de l'autre côté, les loups. Et pour ne pas être une brebis, il va falloir également être un loup. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends le fait que vous voyez bien et vous constatez que les entreprises, les géants américains, mais pas que, même en France ou de manière mondiale, les plus grandes sociétés du service numérique et bien d'autres sociétés licencient en masse. Et le travail va être une denrée rare de plus en plus. Donc, si vous souhaitez avoir votre place dans ce nouveau monde qui est en train de se dessiner au fur et à mesure, vous devez absolument comprendre à minima ce que je m'apprête à vous dire dans cette vidéo, que ce soit en tant que profil technique ou non technique. D'accord? Et donc, le monde de demain, c'est ceux qui ne vont pas comprendre ou ne vont pas s'investir dans cette voie-là, dans cette lancée, n'iront pas jusqu'au bout et seront considérés ou traités comme des brebis. Je vous donne une statistique, par exemple, en France, on voit bien que le chômage, au fur et à mesure, ne fait qu'augmenter. Et quand on connaît très bien notre système social, on voit quand même qu'il sera assez difficile demain de le maintenir parce que, en relation avec ce que je viens de vous dire, c'est que le marché de l'emploi devient de plus en plus comme un flux tendu. Les entreprises sont en train de licencier en masse et l'État n'aura pas d'autres obligations que de continuer à taxer parce que, quelque part, il ne sait que faire ça. Et de plus en plus donc de personnes vont perdre l'emploi et se retrouver à France Travail ou Pôle emploi auparavant. Et si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation-là, donc vous devez rester jusqu'au bout de cette vidéo pour comprendre réellement les ressorts et les tenants et aboutissants de cette compréhension vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Je vais premièrement voir avec vous l'IA de manière générale, qu'est-ce qu'on appelle la recherche sémantique. Donc quelque part ici, je suis en train de vous dire clairement comment une machine comprend le sens des mots, les embeddings, comment est-ce qu'on transforme en fait le texte
sous forme de vecteurs numériques ou coordonnées mathématiques, la différence de recherche par mots-clés ou par sens, les bases de données vectorielles, et pourquoi, sans cette notion, recherche sémantique, on ne peut pas avoir réellement une IA fiable sur le marché. Après cela, on va voir l'apprentissage, évidemment, avec les agents intelligents tels que Claude, ChatGPT, Claude Code, etc. Comment ces agents intelligents, en fait, réussissent-ils à comprendre, en fait, réellement vos questions, vos prompts, l'apprentissage également supervisé, non supervisé, rapidement, les limites également aussi de l'apprentissage de ces agents intelligents. Après cela, je vais voir avec vous l'éducation scolaire. Très bon sujet, très bonne thématique. En France, on voit bien que, et je suis en France, c'est la raison pour laquelle cela me concerne le plus, et on voit bien que l'éducation nationale est en déphasage avec l'avancée des solutions d'intelligence artificielle. Donc, il convient de faire un état des lieux de comment est-ce que l'éducation nationale pourrait réellement être compatible avec l'avancée de l'IA. D'accord ? Se rapprocher à minima de l'avancée des solutions d'intelligence artificielle. Et après, bien sûr, le lien entre l'éducation nationale et la souveraineté, parce que si l'éducation nationale n'est pas en phase avec l'avancée fulgurante des solutions d'intelligence artificielle, en termes de souveraineté, il est clair que la France est en train de dériver ou de se faire déclasser. Enfin, déjà, il y a un écart entre les géants américains et chinois et le reste du monde entier, et donc par conséquent la France. Mais si de plus en plus l'éducation nationale n'est pas en face, d'autant plus cet écart-là va se creuser au fur et à mesure. Après, donc, on verra le business des géants américains, concrètement. Pourquoi est-ce que Anthropic, OpenAI et Google et bien d'autres acteurs du géant de la tech américaine bataillent en masse pour mettre sur pied de nouveaux produits et services sur le marché. Et après, à la fin, on verra comment exploiter justement les agents intelligents. Donc ça, c'est la partie sans doute qui va vous intéresser un peu plus de manière concrète. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on se sert réellement des agents intelligents pour créer d'autres produits, services ou d'autres agents intelligents également. Et après, à la fin, on verra le marché de l'emploi, d'accord ? Le marché de l'emploi, d'autres entreprises également qui sont comme ça dans leur secteur d'activité en retard par rapport à l'intégration des solutions d'intelligence artificielle. Voilà. Donc voilà l'ensemble des problématiques qui nous intéressent aujourd'hui. Je reprends juste le plan. Alors, la recherche sémantique. Quand on parle de recherche sémantique, c'est-à-dire qu'ici, il faut comprendre que les solutions d'intelligence artificielle ont été entraînées sur de vastes corpus de textes, ce qu'on appelle globalement le vocabulaire. D'accord ? Un vocabulaire. Vous prenez un agent, un LLM, un Large Language Model. D'accord ? Un LLM, bien sûr, a été entraîné sur de vastes corpus de textes. Mais aujourd'hui, la plupart des gens le répètent, récitent cela, mais ne comprennent pas réellement ce qui se passe ou comment est-ce que cet entraînement-là a été mis sur pied. Donc, on va revoir juste ici de manière compréhensible, fluide, comment, en pratique, on entraîne réellement un grand modèle de langage. D'accord ? Donc, un grand modèle de langage, je vais juste effacer ça. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Vous avez les géants donc, de la Silicon Valley, OpenAI, Anthropic et tout le reste. Qu'est-ce qu'ils font? Ou Mistral, bien sûr, évidemment, en France. Ok? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ces gens-là, en fait, ces géants ont puisé
de vastes données sur le net, sur toutes les thématiques possibles, d'accord? En biologie, en chimie, en mathématiques, en sciences, bref, d'accord? On les a regroupées, les données, dans une base de données ou stockées quelque part, ok? À ce stade-là, nous ne disposons que du vocabulaire. Mais c'est si important parce qu'il nous faut de la quantité, d'accord? D'abord, ok? Après, on passera au niveau de la qualité. Mais il y a une grosse différence, il y a un gros travail à effectuer entre les deux, ok? Et c'est ce que nous allons voir évidemment sur l'obtention de la qualité des données. Alors, la quantité, comme je vous ai dit, on récupère donc des données vocabulaire, c'est ce que l'on va mettre ici dans l'appellation vocabulaire. Et obtenir maintenant de la qualité nécessite l'entraînement d'un modèle de langage. Donc, l'entraînement d'un modèle de langage, c'est ce qui va nous permettre de dire à la fin, nous avons un modèle fiable que l'on peut mettre à disposition des utilisateurs. D'accord? C'est l'aboutissement de l'entraînement qui permet de comprendre les prompts ou les questions des utilisateurs. D'accord? Et si cet entraînement est mené de manière rigoureuse, de manière fluide, nous aurons à la fin un modèle beaucoup plus fiable. Donc, vraiment, comprenez ceci de manière très très simple et je vais vous donner les concepts les plus clés. Retenez bien ceci parce que c'est très très important lorsque l'on souhaite mettre sur pied un nouveau modèle de langage sur le marché. Alors, vous récupérez aujourd'hui donc ChatGPT fonctionne avec quoi? Avec le modèle des transformers. Donc, le modèle des transformers, donc le GPT, d'accord? Et le modèle des transformers intègre déjà, donc c'est l'architecture réseau qui intègre déjà le mécanisme d'attention. OK? L'attention, c'est quoi? En quelques mots, l'attention, le mécanisme d'attention permet de dire ceci. Dans une phrase donnée, tous les mots sont en relation les uns les autres. OK? Donc, c'est cette capacité pour l'architecture réseau de comprendre que ce mot, un mot donné dans la phrase est en relation avec un autre mot, quelle que soit sa position dans la phrase, a une certaine corrélation, à un certain degré de corrélation, ok? De score de corrélation. Donc, tous les mots sont en relation avec tous les autres mots, mais à des différences de degré, ok? C'est ça l'attention. Et l'architecture réseau, justement, vient déjà avec ce mécanisme-là, ok? Ça, c'est très essentiel à comprendre. Vous récupérez, je suis en train de vous donner la démarche à suivre si demain vous avez les moyens financiers et les compétences nécessaires pour mettre sur pied votre propre modèle de langage. Ok? C'est ce qui vous manquera le plus, ce sera beaucoup la partie financière en termes de capacité et ressources. Mais en termes de compétences, de connaissances, aujourd'hui, vous avez beaucoup de littérature sur Internet et en plus de ce que je suis en train de vous dire ici, ça vous permettra de mieux comprendre comment est-ce que ces géants américains ou français, Mistral par exemple, arrivent, ou chinois également bien sûr, arrivent à mettre sur pied une vraie architecture qui prend vraiment en compte des paramètres de réseau assez puissants pour l'obtention d'un grand modèle de langage. Ok? Donc, vous récupérez le modèle des transformeurs qui vient déjà de manière inhérente avec le mécanisme d'attention. Alors, c'est pas OpenAI qui a créé les transformers. Hein. C'était déjà des travaux des ingénieurs de Google en 2017. Ok? Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est, souvenez-vous, nous avons ici le vocabulaire en quantité. Pour passer de la quantité à la qualité, justement, c'est là où commence le travail.
Donc ici, nous avons le réseau de neurones, d'accord? Nous avons le réseau de neurones, ok? Par exemple, ok? Le réseau de neurones est constitué de plusieurs couches, d'accord? Et chaque couche, chaque layer contient des nœuds. Et dans chaque nœud, nous avons un paramètre de réseau. La grosse difficulté, c'est de pouvoir obtenir les bonnes valeurs qui se trouvent dans les couches de neurones. Pourquoi? Parce que donc l'architecture des transformeurs, elle est là, d'accord? Maintenant, dans cette architecture-là, il vous faut les valeurs de tous les nœuds, d'accord? Ou de toutes les couches qui se trouvent dans le réseau. C'est d'où le processus d'apprentissage ou d'entraînement de notre modèle. Pour le faire, d'ailleurs, on commence par quoi? On prend un segment de vocabulaire, ok? On prend un segment du vocabulaire, par exemple une phrase, ok? On prend un segment du vocabulaire, une phrase donnée. On va passer par un processus qu'on appelle découpage de cette phrase sous forme de segments de mots. Et ce processus-là s'appelle la tokenisation. OK? Tokenisation. Donc la tokenisation, c'est le fait de découper une phrase donnée, par exemple, ou un segment de texte, sous forme de mots ou de sous-mots ou de fragments de mots. Et ces fragments de mots vont être appelés des tokens. Donc une fois qu'on a fait ceci, on les découpe sous forme de fragments de mots, d'accord? Le mot 1, alors on va dire token 1, token 2, etc. Token N. Chaque token maintenant, ici, en début de l'entrée dans le réseau, chaque token va recevoir un ID. Donc, en général, c'est un nombre antinaturel, ok? Donc, on peut commencer ID 0, ID 1, etc. Ok? Pour que le modèle puisse en apprendre une bonne représentation du mot, par exemple, qui nous intéresse, ou du token qui nous intéresse, parce que dans certains cas, le token peut être confondu au mot, dans d'autres cas, le token peut être une subdivision du mot. Mais pour être plus simple et faciliter la compréhension, dans cette vidéo, partons du principe que le token, par exemple, est un mot pour nous. Donc, si on voudrait faire en sorte que le modèle puisse apprendre une bonne représentation de mots, d'accord? Dans une phrase donnée, prenons cette phrase, d'accord? Le chat dort sur le canapé, ok? Une phrase typique, par exemple, ok? Le chat dort sur le canapé. Si on dit que ça, c'est le token 1, token 2, token 3, 4, 5. Donc, nous avons 6 tokens ici. Pour chaque token, nous allons attribuer un ID de représentation. OK? Un nombre antinaturel, d'accord? 0, 1, 2, 3, 4, 5, si vous voulez. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on voudrait que, par exemple, la couche des réseaux soit en mesure de comprendre si on efface, par exemple, le token chat, on voudrait que, par exemple, le ... dort sur le canapé. On voudrait que notre modèle puisse prédire le bon token,
Donc la bonne valeur, chat, ici qui nous intéresse. C'est ça le but de l'entraînement d'un grand modèle de langage. Là, c'est un cas avec une simple phrase, toute simple pour comprendre. Mais imaginez maintenant que on va, si on y arrive, généraliser ce processus à tout l'ensemble du vocabulaire que l'on aura réussi à agréger, sachant que ce vocabulaire ici, il est de l'ordre du milliard de textes. D'accord? Donc nous avons des milliards de textes ici, très vastes, qui vont constituer la matière première ou la matière brute de notre grand modèle de langage. C'est pourquoi on appelle LLM grand modèle de langage. D'accord? Alors, donc, si on revient ici dans notre cas représentatif, comment le modèle arrive-t-il à prédire que la valeur ... ici, le ... dort sur le canapé? Donc, comment le modèle arrive à dire que la valeur ici, c'est chat, et non pas, par exemple, voiture, automobile, ou un autre mot, par exemple, qui ne ferait pas sens? C'est toute la question, en fait. D'accord? Alors, comment ça se passe? Il y a un mécanisme que l'on appelle le passage de chaque valeur de vecteur d'embedding. Donc, j'introduis maintenant la valeur du vecteur d'embedding, c'est-à-dire que une fois que chaque token a été attribué dans un ID, ce que l'on va faire, c'est instancier, initier pour chaque token un vecteur numérique rempli pour l'instant, ici, pour la toute première fois, avec des valeurs aléatoires. D'accord? Donc, un vecteur, c'est quoi? Vous avez vu cela en mathématiques en classe 6e, non, 3e, je dirais. 3e, 4e, seconde, terminale, etc. Donc, un vecteur, c'est quoi? C'est une représentation numérique de nombres, tout simplement. D'accord? 1, 2, moins 0,5, etc. à un certain niveau. D'accord? Et le nombre de chiffres qu'il y a dans le vecteur représente la dimension du vecteur, ou le nombre de composantes. D'accord? Si on est en vecteur, si on est en espace 2xy, d'accord, nous avons ici x, y, c'est tout simple. En dimension 3, nous avons x, y, z, et ainsi de suite. C'est pour celles et ceux qui ont fait des classes prépa ou ou à la fac en première année universitaire et tout le reste, même en terminale, pour certains, vous avez vu la notion des espaces vectoriels. Donc c'est la même chose ici, généralisé tout simplement. Ce que l'on exploite dans cette notion-là, c'est la différence, la taille générale de notre espace vectoriel de données. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir justement, comme je le disais, il ne faut pas perdre l'objectif, d'obtenir le fait que le modèle soit en mesure de prédire le mot ici, donc le token chat, dans cette phrase ici. D'accord? Sachant que nous fournissons une phrase incomplète. Et donc, comme je disais, premièrement, chaque token se voit attribuer un vecteur de manière aléatoire. Là, on est encore au début, justement, de l'entraînement. Pour l'instant, on n'a encore rien fait dans le passage au niveau des couches du réseau. Donc, c'est ce vecteur, par exemple, pour chaque token, on associe un vecteur donné à l'initialisation. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va passer ces vecteurs-là dans la couche du réseau, bien sûr, en prenant également d'autres valeurs aléatoires pour chaque couche dans le réseau. D'accord? Nous sommes à l'étape d'initialisation. Après ceci, maintenant, on fait passer, donc en passage direct, en forward,
chaque vecteur dans la couche du réseau. Ici, en sortie, pour la première fois, on va obtenir ce que l'on appelle un écart ou un score qui va mesurer en fait à travers justement le principe de la tension que je vous ai cité précédemment, l'écart de probabilité entre le score obtenu ici et la vérité attendue, la valeur réelle que l'on entendait dans cette phrase ici en question. C'est cette valeur-là, cet écart-là, qui va être calculé avec ce que l'on appelle une fonction de Peetre en fait. Donc la fonction de Peetre justement va mesurer l'écart entre la prédiction donc, du modèle par rapport à ce qui est vraiment attendu. Et le premier passage, par exemple, va nous donner un écart. D'accord ? Prenons un exemple 0,87. C'est ce que l'on appelle une distribution de probabilité. D'accord ? Sauf que lorsque vous allez faire passer pour un premier tour dans la couche du réseau, le score que vous allez obtenir, vous allez l'affiner, vous allez vraiment aller vérifier si cet écart-là est représentatif. Et pour cela, il va falloir refaire un autre passage, retour en backpropagation. D'accord ? C'est pourquoi vous voyez l'algorithme de backpropagation. Donc, on fait des allers-retours entre la première couche du réseau et la dernière couche, ainsi de suite. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à obtenir un score de probabilité stable, en fait. Donc, jusqu'à ce que l'erreur ici en sortie commence à être vraiment stable. Et bien sûr, il faut éviter les problématiques d'overfitting, en fait, lorsque les données vraiment collent trop par rapport au jeu de données. D'où pourquoi il vous faut des données en grande quantité pour sortir de cette erreur-là. Donc, c'est un peu fastidieux et ce travail-là vraiment est fait sur plusieurs allers-retours pour obtenir finalement un score de probabilité stable. Et c'est ce score de probabilité stable, en fait, qui va impacter, bien sûr, du fait que quand vous allez faire, donc, en aller, vous allez calculer un score de probabilité. Ce score de probabilité ne vous renseigne que vous avez obtenu telle erreur, mais vous ne pouvez pas dire à quel point vous êtes proche et de combien par rapport à la valeur attendue. Donc, ce qui veut dire forcément que dans le réseau, vous avez des paramètres à modifier. Mais comme ici, nous avons des milliards de paramètres, vous modifiez une valeur, ça impacte tous les autres valeurs du réseau. Et comme nous avons des milliards de paramètres, GPT-2, je crois à peu près, on était déjà presque à 175 milliards de paramètres. Aujourd'hui, on a des grands modèles de langage extrêmement puissants. Donc, les paramètres en termes de milliards, c'est très, très vaste. Donc, ce qui est bien avec les mathématiques, c'est que l'idée consiste justement à refaire passer, donc à calculer d'abord la fonction de Peetre, en fait, donc cet écart-là, entre la valeur attendue et la valeur prédite, de refaire un tour en arrière, d'accord, en backpropagation, en calculant maintenant le gradient. Le gradient va mesurer quoi? Le gradient va mesurer la sensibilité justement de l'écart obtenu ici par rapport à chaque paramètre en fait du réseau. D'accord? C'est ça la notion du gradient. Et le gradient, vous l'avez calculé au lycée. Lorsque vous avez vu des fonctions d'une seule variable, par exemple, fx, etc., pour une valeur x, j'associe y, vous avez calculé, par exemple, le calcul dérivé. Et si on augmente le nombre de valeurs ou de variables que l'on essaye d'étudier pour des fonctions à double variable, on calcule justement la dérivée partielle, et ainsi de suite, etc. C'est ça, c'est ce qui est fait en fait réellement. Et donc c'est le calcul du gradient qui va mesurer justement à quel point l'écart que l'on a obtenu est sensible par rapport aux valeurs qui se trouvent ici
dans les paramètres du réseau. On le fait comme ça, ainsi de suite, d'accord, aller et retour, jusqu'à obtenir une valeur qui converge ou qui devient de plus en plus stable. C'est à partir de ce moment-là, lorsque l'on obtient ici une valeur in fine, après avoir fait plusieurs allers-retours, d'accord, on peut faire plusieurs milliards d'allers-retours, d'accord. C'est aussi pourquoi aujourd'hui, c'est pas uniquement qu'une seule question de connaissances pour mettre sur pied un nouveau modèle de langage. Il vous faut des millions aujourd'hui quand même, à minima, des millions d'euros, des millions de dollars pour entraîner votre modèle de langage, d'accord? Même si les coûts baissent, ont tendance à baisser, mais ça reste toujours énorme en fait. Et la question des ressources également, si vous êtes limité en GPU, vous n'allez pas pouvoir aller très très loin. Et aussi la question de l'énergie en termes d'électricité, la facture électrique, ça coûte un bras tout ceci. Donc, vous voyez bien que, en théorie, nous avons toutes les connaissances nécessaires pour entraîner un modèle de langage. Mais en pratique, évidemment, ça reste un travail titanesque. Mais je suis en train de vous donner la manière dont on met sur pied justement un modèle de langage représentatif pour mieux comprendre la recherche sémantique par la suite. Alors, donc, une fois que l'on a obtenu, notre... oui, voilà. Dès qu'on obtient un score de convergence ici stable, ce qui veut dire qu'on a su régler en fait toutes les valeurs, donc on va dire tous les paramètres du réseau, donc les valeurs de chaque couche, et par conséquent, forcément ici, le premier vecteur qui avait été initialisé pour chaque token ici. Et puisque évidemment, à force de calculer le gradient par retour en arrière, forcément, on revient ici à la première couche pour impacter le vecteur d'embedding qui avait été initialisé. Et c'est ce vecteur d'embedding ici correspondant à la valeur stable ici que l'on a obtenue qui va être considéré comme étant le vecteur qui représente un mot dans le vocabulaire du modèle que l'on a obtenu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous avez compris ça, vous comprenez exactement comment les versions ChatGPT 2, 2.5, 3, 4 et 5, etc., ou Claude, Mistral et tout le reste fonctionnent. C'est quand vous entendez parler du fait qu'un modèle est plus puissant qu'un autre, il faut regarder la taille du réseau, le nombre de paramètres et la représentation des vecteurs qui représentent les tokens dans le vocabulaire du modèle en question. Donc, ce qui fait qu'un modèle aujourd'hui est plus puissant qu'un autre modèle, il y a déjà la question du vocabulaire. Est-ce qu'un modèle a plus de vocabulaire qu'un autre, donc qui a rencontré plus de textes, plus de situations contextuelles qu'un autre? Ensuite, la question de l'entraînement, comme vous avez pu voir là, ok. La question également de la représentation des vecteurs d'embedding qui constituent chaque mot dans le vocabulaire. Voilà ce qui fait que certains modèles sont plus puissants que d'autres. C'est assez fastidieux. C'est un travail que les ingénieurs IA, comme c'est le cas pour moi, font au quotidien. Et ceci, le grand public, et c'est là justement l'importance de faire des études en mathématiques, parce que vous voyez bien qu'il y a un lien étroit entre la connaissance des concepts mathématiques que vous avez vus au lycée. Simplement, on généralise tout ceci à un niveau beaucoup plus grand, mais en termes de notions, vous avez calculé les vecteurs, vous avez calculé des dérivés. Ici, on les utilise en fait dans les notions de calcul de gradient, d'accord, dans le calcul des écarts de prédiction, ok, et puis dans les calculs de score de probabilité.
voyez bien que ce sont des notions mathématiques. Alors, je vais juste insister sur un dernier aspect avant de passer là-dessus, mais c'est très très essentiel évidemment. C'est que une fois que l'on a obtenu tout ceci, nous avons donc un vocabulaire assez représentatif et très très compréhensible en fait pour notre système. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faudrait voir dans ce modèle de langage que nous avons. C'est maintenant comment est-ce que, lorsque l'utilisateur pose une question à notre modèle, comment notre modèle fait pour inférer sur les réponses apportées à l'utilisateur. Donc, l'entraînement étant bien fait, maintenant, ce qui va se passer, c'est ce qui va consister à faire de la recherche sémantique. On revient encore une fois de plus ici à une notion que vous avez vue au lycée en classe de 3e seconde, le produit scalaire. Vous imaginez bien que chaque token est un vecteur ou est associé à un vecteur d'embedding, d'accord? À un vecteur, d'accord? Chaque vecteur, si on prend l'espace en dimension 2, juste pour faciliter la compréhension, d'accord? Vous avez ici, par exemple, alors je vais prendre une autre couleur. Imaginons vous avez deux vecteurs en dimension 2, ok? V1, V2. Et n'oublions pas, chaque vecteur est associé à un token. Donc, si je prends ce vecteur-ci, je peux retrouver le token auquel il est associé, et de même que V1. Pour ces deux vecteurs-là, nous avons un angle entre les deux, forcément, puisque quand on les représente, quand on les projette, il y a des angles entre ces deux vecteurs. Ce qui se passe, c'est que l'utilisateur, lorsqu'il est sur la console de son écran, de son interface, quand il pose une question, le modèle va prendre dans sa base de données vectorielle toutes les représentations des vecteurs qu'il dispose, justement, à partir du vocabulaire qui est obtenu et par association de chaque vecteur, trouver le ou les vecteurs les plus proches en termes de calcul sémantique, de produit scalaire, justement. Nous allons voir par similarité en calculant le produit scalaire, pour dire en fait que ce que vous avez injecté comme prompt se rapproche de ce que lui connaît dans sa base de données vectorielle, mais lui n'a pas conscience au sens où nous, humains, nous comprenons le texte de manière sémantique. Ce que l'outil fait, c'est uniquement un calcul bête et méchant. Ici, par exemple, nous avons donc V1, V2, ok. Prenons un autre vecteur, par exemple ici. D'accord, je prends une autre couleur ici, par exemple V3. Ok. Supposons que, donc, il y a encore un autre angle ici. D'accord. Donc, nous avons deux angles ici. Alpha. Le grand angle, c'est bêta. D'après ce qui est dessiné ici, vous voyez bien que le vecteur V2, en termes d'angle, en fait, est beaucoup plus proche du vecteur V1 que V3. Bah, le modèle, comment lui il le fait? Parce que il calcule juste, en fait, cette valeur de cosinus d'angle entre les deux vecteurs. Tout simplement, en calculant la valeur du produit scalaire entre deux vecteurs. Donc, le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est ceci. D'accord? C'est la norme euclidienne du produit, le produit de la norme euclidienne de deux vecteurs fois le cosinus entre de l'angle que font les deux vecteurs en question. Et bien, justement, ce qui tombe bien, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est cette valeur de cosinus. Et le cosinus, on sait que c'est une valeur comprise entre -1 et 1. OK?
plus cette valeur de cosinus des deux vecteurs est proche de 1, cela voudrait dire que les deux vecteurs se rapprochent, sont collinéaires, entre guillemets, mais d'un point de vue sémantique, cela voudrait dire que ce que représentent en termes textuels les deux vecteurs, les deux font partie du même champ sémantique. Donc, le modèle, c'est que lorsqu'il obtient le cosinus en faisant le produit scalaire, le calcul par similarité, c'est ce qu'on appelle le calcul par similarité, lorsqu'il obtient le cosinus de l'angle par le produit scalaire entre les deux vecteurs en question, si cette valeur est plus proche, enfin est proche de 1, d'accord, cela voudrait dire que nous avons un bon candidat dans la base de données vectorielle qui se rapproche en tant que réponse qu'il faudrait donner à l'utilisateur. Et à contrario, plus cette valeur est très loin de 1, donc va plutôt, on va dire, vers moins 1, nous entrons dans le côté, dans le sens contraire. Et si cette valeur est proche de 0, cela voudra dire qu'on est complètement hors sujet entre les deux vecteurs. D'accord? C'est vraiment ce calcul-là qui est effectué. Mais là, je vous ai pris un exemple, d'accord, pour juste simplifier la représentation mathématique sur un espace vectoriel de deux dimensions. Mais on travaille plutôt maintenant sur des espaces vectoriels de très très grandes dimensions. D'accord? Vous prenez les premiers modèles de GPT-2, on était déjà à plus de 1000 vecteurs, plus de 1000 dimensions dans notre représentation vectorielle. Mais l'esprit de la démarche reste le même. Donc, c'est vraiment ce qui nous permet de dire en fait que lorsque vous posez la question à ChatGPT pour un texte donné, ChatGPT est capable de comprendre facilement votre texte en question parce que il a, dans son entraînement, il a été capable de rencontrer un corpus de texte assez vaste et il est capable d'aller rapidement rechercher par similarité, par calcul de similarité, d'accord, les candidats, les vecteurs les plus proches de votre sens sémantique. C'est vraiment ce calcul qui est effectué. Donc, je pense que ça c'est très clair et je pense que j'ai assez détaillé là-dessus. Nous allons passer maintenant à quelque chose de très très fondamental qui est toujours dans cette optique-là. Comment comprendre aujourd'hui, lorsque l'on met en place tout ceci d'un point de vue informatique, parce qu'il y a un lien entre la théorie évidemment et la pratique, c'est que nous utilisons donc des bases de données vectorielles les plus connues. Vous avez PyCoin, d'accord, Chroma, DB par exemple, des pgvector, ok, pgvector, ce sont des bases de données vectorielles pour stocker l'ensemble de vos vecteurs en question et plein d'autres bien sûr noms de bases de données vectorielles. Ça c'est pour ceux qui vraiment mettent ces applications en place. Le lien maintenant avec Claude Code, c'est quoi? Claude Code ici, c'est que Claude Code a été entraîné justement, même principe, vous avez vu, sur l'apprentissage, ok? Claude Code a été entraîné spécifiquement maintenant sur la compréhension de votre code base, code base, si vous voulez, en anglais, de comprendre très facilement en fait, les lignes de code des utilisateurs. Les lignes de code, ok? Java, enfin bref, quelle que soit la représentation du langage, Python, C, bref, etc. Mais c'est le même principe de l'entraînement que nous avons vu tout à l'heure de manière générale. Simplement ici, maintenant, nous sommes dans un aspect de développeur, de comprendre la manière dont on crée ou code en fait avec un langage de programmation bien spécifique. C'est le même principe qui a été appliqué. Et maintenant, ce qui a permis la particularité réellement de Claude Code, c'est de pouvoir interagir
avec votre système d'exploitation. C'est ça le game changer. Vous voyez quand vous utilisez Claude Code, par exemple, quand vous avez votre fenêtre ici, par exemple sur votre interface IDE, ok, vous avez vos fichiers, donc l'arborescence de votre projet qui est là. Lorsque vous tapez une phrase ici, Claude Code commence à exécuter, à se mettre en exécution sur l'ensemble de vos fichiers. Mais ce qu'il fait ce qu'il fait ici réellement, c'est d'être capable d'interagir, comme je disais tout à l'heure, avec votre système d'exploitation en faisant quoi? En allant exécuter un certain nombre de commandes sur votre interface. Et il a accès justement parce que, évidemment, les ingénieurs d'Anthropic l'ont voulu ainsi, ont entraîné le modèle sur des relations entre la base Claude Code et les API pour toucher en fait réellement le cœur de votre noyau du système d'exploitation. La manière dont Claude Code va indexer ou faire appel à des commandes de type write, par exemple, donc lecture de fichiers, ok, écriture, read file, write file, ok, etc. ou delete et tout le reste pour la suppression. Ces commandes-là, en fait, Claude Code est capable de les exécuter parce qu'il a accès justement jusqu'au noyau, à la couche KNL, en fait. Ça, c'est vraiment le dernier programme, en fait, qui a accès, en fait, au matériel de votre système d'exploitation. C'est vraiment le game changer, j'insiste ici, parce que il y a, dans un premier temps, l'entraînement que je vous ai détaillé précédemment, qui n'a pas varié en termes de logique. Simplement, on a axé l'entraînement de Claude Code par rapport à un modèle LLM classique sur du code spécifique. D'accord? Du code langage programmation. Maintenant, on a rajouté à cette particularité le fait que Claude Code soit capable d'atteindre la couche du système d'exploitation de l'utilisateur. Linux, Windows, etc. Et le dernier programme avec lequel votre système d'exploitation doit agir, donc jusqu'au KNL en fait, Claude Code a des fonctions spécifiques d'écriture, de lecture de fichiers, écriture, lecture de fichiers, suppression et tout le reste. C'est ça qui lui permet, lorsque vous posez une question, il est capable de parcourir l'ensemble de votre arborescence de projet, de comprendre par la recherche sémantique ce qui est écrit dans votre code, retraduire cela sur votre écran en langage naturel et en fonction du contexte donné, va décider d'écrire ou de créer, d'accord, create file, un fichier ou un nouveau programme dans l'ensemble de votre arborescence de projet. Voilà, c'est vraiment la puissance de Claude Code aujourd'hui. Et Claude Code le fait tellement si bien que les autres concurrents, Codex, par exemple, ou QSOR, ne sont pas encore réellement à ce stade-là. C'est ce qui fait vraiment donc la puissance de Claude Code. Déjà, jusqu'ici, si vous avez compris, jusqu'ici, vous êtes déjà à un certain niveau supérieur par rapport à la masse, clairement. Voilà, j'espère que ça c'est très clair parce que j'essaie vraiment de détailler de manière très très simple. Alors, nous avons vu effectivement la recherche sémantique, l'entraînement, l'apprentissage, Claude Code, la particularité de Claude Code, d'accord? Et justement, donc pour finir avec la particularité de Claude Code ici, c'est que Claude Code est capable, donc une fois installé, il est capable également aussi de faire des commits. Vous voyez bien, deux fois, lorsqu'il a terminé sa tâche,
il est capable de faire des commits sur des branches avec, quand vous utilisez Git par exemple, de versionning, et aussi de push vers votre GitHub. Donc, toutes ces commandes-là, Claude Code a accès et interagit justement avec l'ensemble de votre code base. C'est ça donc qui fait la particularité ou le succès de Claude Code. Alors, les limites maintenant de l'apprentissage de manière générale, et ce, quel que soit l'agent intelligent ou le système intelligent que l'on pourrait considérer, par exemple, un LLM en particulier, c'est qu'il y a des biais et des hallucinations. Alors, les biais et les hallucinations proviennent en priorité sur l'aspect au moment où on passe à l'entraînement. Pendant l'entraînement, vous avez vu, il y a des allers-retours, etc. Et ces allers-retours, en fait, on ne fait que calculer dans un premier temps donc des écarts et après, bien sûr, des corrections par la mise sur pied et le calcul des gradients. D'accord ? À la fin, même si on obtient un score de probabilité assez fiable, toujours est-il que, à force d'avoir fait des allers-retours, on a forcément injecté ou créé de manière inhérente des valeurs qui ne sont pas représentatives, ce qu'on appelle en fait forcément l'injection des résidus. Ok ? Les hallucinations proviennent déjà de cette source-là. Ok ? Après, il y a aussi la question des biais en fonction, par exemple, de nos données. Si dans nos données, par exemple, nous n'avons pas fait le travail suffisant de les nettoyer ou d'apporter une clarification par rapport à le contexte donné, le modèle ici va forcément intégrer beaucoup plus d'hallucinations si on ne fait pas les choses de manière propre. Donc, les hallucinations proviennent de là. Autre chose maintenant, ça me permet de faire le lien entre cette partie d'apprentissage, comment on apprend un modèle, comment un modèle arrive-t-il à avoir une bonne représentation de contexte, et l'éducation scolaire. L'éducation scolaire, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que tout ce travail-là, ce sont les mathématiques de manière générale et de l'informatique. Si aujourd'hui les jeunes, on parle du fait qu'en France, particulièrement, le niveau mathématique est très très bas, c'est parce que justement, vous voyez bien que avec le temps, l'éducation nationale ne s'est pas mise à jour. Et donc aujourd'hui, nous allons avoir une jeunesse, ou nous avons déjà une jeunesse qui n'est pas capable d'intégrer les rudiments fondamentaux des techniques et compétences de mise sur pied des solutions d'intelligence artificielle. Ce qui va en résulter quoi ? Ce qui va en résulter que la France va se retrouver de plus en plus distanciée par les géants américains et chinois, d'autant plus. Et les meilleurs en France, ou les ingénieurs les plus qualifiés, vont aller à l'extérieur, tout simplement. La fuite des cerveaux, d'accord ? C'est ce que cela va causer, tout simplement. La fuite des cerveaux. D'autant plus aussi que les politiques ne sont pas capables de comprendre, ou je ne sais pas réellement s'ils en sont conscients ou pas, mais de toute façon, aujourd'hui, ce que l'on voit, il n'y a pas un effort réel pour que l'éducation nationale soit en phase avec l'avènement ou la mise sur pied comme ça des solutions d'intelligence artificielle, et donc de former la jeunesse à travers le réseau de l'éducation nationale. Donc c'est très très important. Et aujourd'hui, ce qui est en train de faire encore, ou de créer une scission-silage en fait entre ceux qui maîtrisent réellement les techniques ou les compétences ou les connaissances autour de l'IA fondamentalement, et les autres personnes en fait qui ne comprennent rien à rien, c'est que la mise sur pied ou l'utilisation, l'usage des abonnements du type ChatGPT fait en sorte que les gens délèguent tout le savoir et toute leur manière de penser à ces outils-là.
sans comprendre effectivement comment ils fonctionnent. Ce qui veut dire que les gens ne prennent plus le temps de comprendre réellement une tâche donnée, de réfléchir réellement à quelque chose, surtout les plus jeunes, mais également une grande partie des adultes, en fait, sont aussi dans cette optique-là de tout déléguer à la machine. En déléguant tout à la machine, bien sûr que parfois, de temps en temps, on a, entre guillemets, un peu de flemme. On veut juste aller rapidement, mais c'est aussi le piège, aller rapidement, sans comprendre, ce qui fait qu'à la fin, on n'obtient pas souvent des réponses qui sont justes, même si en apparence, cela peut être juste parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la question des hallucinations. Et les jeunes aujourd'hui sont plus perméables, en fait, à la dangerosité qu'introduit le phénomène des hallucinations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de dériver. Quand on voit bien comme ça de plus en plus avec le phénomène où nous avons réellement ici en fait des deepfakes qui vont donner l'impression que quelque chose de vrai, la frontière entre la réalité et le virtuel est comme ça en train de s'effacer. Et la question de la sécurité, de la cybersécurité, ces enjeux-là sont des enjeux très très critiques et les plus jeunes sont également en proie ou vont être en proie d'autant plus à ces phénomènes-là parce que l'IA va permettre à un certain nombre d'acteurs restreints d'utiliser tous ces capacités-là de manière, on va dire, pas très agréable pour impacter la plus grande masse, notamment les plus jeunes. Impacter de manière négative, vous avez bien compris, évidemment. Donc, le système éducatif doit être en phase avec tout ce que je viens de dire ici. Et si ce n'est pas le cas, moi, je vous préconise d'apprendre réellement les compétences. Si vous voulez vraiment être un expert en IA, forcément, vous allez passer par tout ce que je vous dis ici, là, dans la compréhension globale. Maintenant, ça nous permet de passer à la question de la souveraineté. Donc, qui dit perte de compréhension ou d'alignement entre l'éducation nationale et la mise sur pied des agents intelligents, parce que perte d'éducation, perte de compétences, de connaissances en mathématiques, en notions fondamentales, et donc forcément la souveraineté ici est au cœur de l'enjeu entre la bataille des géants. Aujourd'hui, la bataille se situe entre la Chine et les États-Unis. Et quand on voit bien la Chine et les États-Unis, on voit très bien sur quel terrain ces deux géants-là s'affrontent. Pourquoi? Parce qu'en termes de caractéristiques et de puissance de feu, on retrouve forcément des similarités. Les Chinois aujourd'hui déposent beaucoup plus de brevets que le reste du monde entier quasiment. Les Chinois ont des cerveaux, d'accord, des ingénieurs, forment des ingénieurs les plus compétents du monde entier. Et une grande masse de la diaspora des Chinois se retrouve aux États-Unis dans les plus grandes facs américaines. OK? MIT, Harvard, Berkeley et tout le reste, Stanford, etc. Et c'est aussi pareil pour les Américains qui sont comme ça capables, avec leur politique, d'être attractifs, de prendre les meilleurs cerveaux du monde entier, de leur donner un budget ou un environnement stable pour que ces cerveaux-là puissent produire, mais à destination évidemment du modèle américain, des startups américaines, d'autant plus que aussi donc l'écosystème américain permet à quiconque qui a les compétences ou qui a la chance de travailler avec un certain nombre de startups américaines d'avoir un environnement très très stable et très très profitable pour soi. Ok? Ça c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons une bataille féroce entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, on va voir les différences clés entre ces deux géants-là, particulièrement si on prend les États-Unis et le reste du monde entier. Ici, en l'occurrence, je vais prendre la France pour illustrer mon propos. OK?